À 68 ans, j'ai découvert que ma propre fille avait mis quelque chose dans ma nourriture. Ce n'était pas un accident. C'était une tentative calculée de se débarrasser de moi pour mettre la main sur mon héritage. Et le pire, c'est qu'elle était convaincue que je ne découvrirais jamais rien. Je m'appelle Léonie. Pendant presque 7 décennies, j'ai cru connaître les gens autour de moi. J'ai cru que l'amour d'une mère était partagé, que la famille rimait avec protection, que ma propre chair ne me ferait jamais de mal. Je me trompais. Je suis veuve depuis 3 ans. Alphonse, mon mari, est parti d'un cancer foudroyant. Depuis, je vis seule dans cette grande maison du nord de l'île, trop grande pour une seule personne. Ce qui me restait de famille, c'était ma fille Éléonore, 42 ans, et son mari Anselme. Ils venaient déjeuner chaque dimanche depuis des années. C'était mon rituel, ma façon d'exprimer mon amour. J'avais construit ma vie à la force du travail. Une boutique de vêtements dans le centre de l'île, ouverte il y a 30 ans, quand je vendais encore des robes de porte en porte. Avec le temps, j'avais réussi à mettre de côté un patrimoine dont j'étais fière. La boutique, 2 appartements en location, une maison de vacances en Bretagne et quelques économies. Rien d'extraordinaire pour certains, mais pour une femme qui avait tout construit seule, c'était une fortune. Éléonore travaillait avec moi à la boutique. Elle était bien payée, habillée avec soin. Elle et Anselme partaient en vacances à l'étranger plusieurs fois par an. Je ne posais pas de questions, je faisais confiance. Ce dimanche-là de mars, je me suis levée à 6 heures du matin comme toujours. J'ai sorti ma nappe en lin brodé, celle que ma mère m'avait laissée. J'ai mis des fleurs fraîches au centre de la table. J'ai préparé un poulet rôti avec des pommes de terre, un gratin dauphinois comme Éléonore adorait depuis l'enfance, et une tarte aux pommes maison pour le dessert. Tout fait avec soin, avec cet amour que seule une mère connaît. Ils sont arrivés à midi pile. Éléonore souriait, ce sourire que je connaissais depuis sa naissance. Anselme était plus silencieux qu'à l'habitude, mais il l'était toujours. Je n'y ai pas prêté attention. Le repas s'est déroulé normalement. On parlait de la boutique, des ventes de la semaine. Puis, au moment où j'allais chercher la tarte, Anselme s'est levé brusquement. Il avait oublié quelque chose dans la voiture. Il est revenu 5 minutes plus tard avec une expression que je n'arrivais pas à déchiffrer. Nervosité? Excitation? Je ne savais pas. Nous avons terminé le repas. Ils sont restés encore une demi-heure, puis ils sont partis. Éléonore m'a serré plus fort que d'habitude. « Je t'aime, maman. »« Moi aussi, ma chérie. » 2 heures après leur départ, j'ai commencé à me sentir étrange. Un léger vertige d'abord, puis des nausées, des sueurs. Mon cœur s'emballait. J'ai pensé à ma tension artérielle, j'ai pris mon médicament, je me suis allongée sur le canapé. Ça n'a pas passé. Ça empirait. À 19 heures, j'ai appelé Éléonore. Elle n'a pas répondu. J'ai rappelé. Rien. J'ai envoyé un message. Toujours rien. J'ai alors appelé Madame Renée, ma voisine de 75 ans qui habite à côté depuis des décennies. Elle est arrivée en courant, m'a trouvée pâle, en sueur, incapable de tenir debout. Elle a appelé le SAMU sans me demander mon avis. Et c'est là que tout a vraiment commencé. Mais avant de continuer, vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne et dites-nous en commentaire de quelle ville ou pays vous nous regardez. Nous aimons beaucoup savoir jusqu'où nos histoires voyagent. Le lendemain matin, on m'a donné mon congé de l'hôpital. Les examens n'avaient rien révélé de grave, m'avait-on dit. La médecin avait évoqué une possible intoxication alimentaire légère, un ingrédient peut-être pas frais. Elle m'avait recommandé du repos et de bien m'hydrater. Je suis rentrée chez moi en essayant de me convaincre que ce n'était rien. Madame Renée avait tout rangé, fait la vaisselle, mis les restes au réfrigérateur. Je lui en étais infiniment reconnaissante. Mais quelque chose me tracassait. Je revoyais sans cesse Anselme se lever de table, sortir, revenir avec cette expression étrange. Je revoyais la tarte aux pommes posée seule sur la table pendant que j'allais chercher les assiettes à dessert dans le buffet. Combien de temps était-elle restée sans surveillance? 1 minute, peut-être 2. Et Anselme était rentré par la porte de la cuisine à ce moment précis. J'essayais de chasser ses pensées. C'était de la paranoïa. Ma fille ne m'aurait jamais fait ça. Le mardi matin, vers 10 heures, mon téléphone a sonné. Un numéro que je ne connaissais pas. C'était la médecin qui m'avait prise en charge aux urgences. Sa voix était différente, plus grave. Elle m'a demandé de venir la voir personnellement. Elle ne voulait pas me parler au téléphone. Mon cœur s'est serré immédiatement. Dans son bureau, elle a ouvert un dossier et m'a montré les résultats de l'analyse toxicologique effectuée lors de mon admission. On avait trouvé des traces de benzodiazépine dans mon sang en quantité significative, en quantité bien trop élevée pour être accidentelle. Je lui ai dit que je ne prenais pas ce type de médicament. Elle le savait. C'est précisément pour ça qu'elle m'avait convoqué.
Une telle concentration ne pouvait être présente dans mon organisme que si quelqu'un avait mis le médicament dans ma nourriture ou ma boisson. Et avec mon âge et mon hypertension, la dose était dangereuse. Elle a prononcé les mots clairement. Elle était dans l'obligation légale de signaler le cas à la police nationale. C'était la procédure. Je suis sortie de l'hôpital comme si le sol s'était dérobé sous mes pieds. Je me suis assise dans ma voiture et je suis restée là, immobile, à fixer le pare-brise. Quelqu'un avait tenté de m'empoisonner. Et ce quelqu'un était dans ma maison ce dimanche-là. Je suis rentrée chez moi et j'ai pleuré, comme je n'avais plus pleuré depuis l'enterrement d'Alphonse. Le soir même, en nettoyant la cuisine, j'ai trouvé un papier plié dans le coin de la table. Une liste de courses écrite de la main d'Éléonore. Du lait, du pain, des fruits, du café. Et tout en bas, presque invisible, Med-S, médicaments, Anselme. Mon cœur s'est mis à battre très vite. J'ai pris mon téléphone, j'ai photographié la liste. Dans l'après-midi, la police nationale m'avait déjà contacté pour fixer un rendez-vous à domicile, prévu le jeudi, premier créneau disponible pour les 2 officiers chargés de l'affaire. J'ai envoyé la photo à la lieutenante dans la foulée. Elle m'a répondu presque immédiatement, malgré l'heure tardive, « Conservez ce papier, c'est une preuve ». J'ai glissé la liste dans une pochette plastique et je me suis assise à la table de cuisine, seule dans le silence de la maison. Pour la première fois depuis des années, j'avais peur dans mon propre foyer. Et cette peur avait le visage de ma fille. Le jeudi, 2 policiers en civil se sont présentés chez moi. Un homme d'une 50aine d'années aux cheveux grisonnants, le commandant Moreau, et une femme plus jeune, la lieutenant Isabelle Faure. Je les ai fait entrer. Ma maison, qui avait toujours été mon refuge, me semblait soudain étrangère. Nous nous sommes installés dans le salon. Le commandant a sorti un carnet. La lieutenante avait un stylo à la main. Ils m'ont demandé de tout raconter dans les moindres détails, depuis le moment où je m'étais levée ce dimanche matin jusqu'à l'arrivée du SAMU. J'ai tout reconstruit. Le repas, la conversation banale, la sortie brusque d'Anselme pour aller à la voiture, son retour avec cette expression que je n'arrivais toujours pas à nommer. La tarte aux pommes laissée seule sur la table pendant que j'allais chercher les assiettes. Anselme qui rentrait par la porte de la cuisine à ce moment précis. La lieutenante a levé les yeux de son carnet. Combien de temps la tarte est-elle restée sans surveillance? 1 ou 2 minutes, j'ai dit. Et pendant ce temps, où était votre fille? Dans le salon. Du moins, c'est là où elle se trouvait quand j'étais sortie de la cuisine. Ils ont examiné toute la maison, les placards, les tiroirs, la salle de bain, la cuisine. Ils n'ont rien trouvé. Aucun médicament de ce type chez moi. Puis le commandant Moreau m'a posé la question directement. Est-ce que je soupçonnais quelqu'un? J'ai regardé les photos sur les murs. Éléonore bébé dans les bras d'Alphonse. Éléonore enfant déguisée pour la kermesse de l'école. Éléonore adulte le jour de son mariage. Ma fille unique. Je ne sais pas, j'ai dit. Et c'était à moitié vrai. Parce que dans ma tête, je savais déjà. Mais mon cœur refusait encore. Alors je leur ai parlé du testament. Tout était prévu pour Éléonore. La boutique, les 2 appartements, la maison en Bretagne, les économies. Environ 800 000 € au total. C'était ma fille unique. À qui d'autre aurais-je tout laissé? Le commandant a noté en silence. La lieutenante m'a demandé si je souhaitais qu'ils enquêtent sur la situation financière du couple. J'ai dit oui. Avant de partir, le commandant Moreau m'a fortement conseillé de faire installer des caméras de surveillance chez moi. Le lendemain matin, j'ai appelé une société recommandée par la lieutenant Faure. 4 caméras ont été posées dans la journée. Une à l'entrée, une dans le salon, une dans la cuisine et une dans le couloir. Toutes reliées à un système de stockage en ligne. Si quelque chose se passait dans cette maison, il y aurait désormais des preuves. Cette nuit-là, et les suivantes, je n'ai presque pas dormi. Éléonore m'appelait régulièrement. Je répondais avec des mots courts, mesurés. Je faisais attention à chaque mot. Un soir, j'ai appelé Madame René. Elle est venue, on a bu du thé jusqu'à l'aube. À un moment, elle m'a pris la main et elle m'a dit « Léonie, tu sais ce qu'on dit. Qui essaie une fois, essaie 2 fois. » Ces mots m'ont traversé comme un courant froid. Le lendemain matin, j'avais pris ma décision. Je n'allais pas laisser passer ça. Même si cela signifiait aller jusqu'au bout. Même si cette personne était ma propre fille. Une semaine plus tard, la lieutenant Faure est revenue chez moi avec une épaisse chemise cartonnée sous le bras. Son visage était sérieux. Nous nous sommes assises dans le salon et elle a posé les documents sur la table. Anselme était en faillite. Techniquement, il n'avait pas encore déposé le bilan, mais il devait de l'argent à des fournisseurs, à des banques et aussi à des prêteurs particuliers pratiquant des taux abusifs. Les dettes s'élevaient à environ 300 000 €. J'ai cru que le sol se dérobait sous moi. Éléonore n'allait pas mieux.
Carte de crédit au maximum, prêt personnel qu'elle ne remboursait plus, chèque sans provision. Son salaire à la boutique ne couvrait qu'une infime partie de leurs dépenses réelles. Les voyages à l'étranger, les vêtements de marque, les restaurants gastronomiques, tout cela était payé à crédit depuis longtemps. Il vivait un mensonge. Puis la lieutenante a sorti un autre document, une assurance vie, souscrite à mon nom, Léonie Marchais, il y a 6 mois. Montant, 500 000 €. Bénéficiaire unique, Éléonore. La signature était falsifiée. Les experts graphologiques en étaient presque certains. La lieutenante m'a expliqué qu'Éléonore avait utilisé une compagnie d'assurance en ligne, où les vérifications d'identité sont nettement moins rigoureuses qu'en agence. C'est ainsi qu'elle avait pu tout faire à distance sans que je sois jamais contactée. Ma fille avait souscrit une assurance sur ma vie, sans me le dire, en falsifiant ma signature, 6 mois avant de tenter de m'empoisonner. Et il y avait plus encore. Les enquêteurs avaient eu accès au courriel d'Anselme. Il avait recherché de façon extensive les benzodiazépines, les doses létales, les moyens d'éviter une autopsie. Il avait acheté le médicament auprès d'un fournisseur illégal sur Internet. Tout était documenté. La lieutenante m'a également confirmé que la liste de courses trouvée chez moi, avec la mention Made S, inscrite de la main d'Éléonore, avait été intégrée au dossier d'instruction comme élément à charge supplémentaire. Ce n'était pas un acte de désespoir impulsif. C'était prémédité, froid, calculé. 500 000 € de l'assurance, plus 800 000 de l'héritage. 1 300 000 €. De quoi effacer toutes les dettes et recommencer à vivre confortablement. Et pour ça, il fallait que je sois morte. Je me suis levée, j'ai marché jusqu'à la fenêtre. Dans la rue, des enfants jouaient sur le trottoir. La vie continuait, normale, indifférente. La lieutenante m'a alors proposé un plan. Je devais inviter Éléonore et Anselme pour un nouveau déjeuner dominical. Une équipe de police serait cachée dans la chambre d'amis avec des caméras supplémentaires en plus de celles déjà installées. Si le couple tentait à nouveau quelque chose, on les prendrait en flagrant délit. Si je sentais un danger réel, je devais prononcer un mot code. Je suis fatiguée. C'était risqué, mais c'était la seule façon d'obtenir des preuves irréfutables. J'ai accepté. Pas parce que je me sentais courageuse, mais parce que je voulais vivre, et parce que je voulais la vérité, toute la vérité, dite à voix haute, devant tout le monde. Le mercredi, j'ai appelé Éléonore. Ma main tremblait en composant son numéro. Sa voix était chaleureuse, comme toujours. Je lui ai dit que j'avais envie de cuisiner pour eux, que ça faisait du bien de les avoir à la maison. Il y a eu une pause. Courte, presque imperceptible. Puis, bien sûr, maman, on sera là. J'avais entendu cette pause, et je savais ce qu'elle voulait dire. Le dimanche matin, les policiers sont arrivés tôt par la porte de derrière. 3 agents se sont installés dans la chambre d'amis avec leurs équipements. La lieutenante Faure m'a remis un petit dispositif, de la taille d'une pièce de monnaie. Si je ne pouvais pas prononcer le mot code, j'appuyais dessus. Elle me l'a glissé dans la poche de mon tablier. « Agissez normalement », elle a dit. « On est là ». J'ai préparé le même repas que l'autre dimanche. Poulet rôti, gratin dauphinois et la tarte aux pommes. La lieutenante avait suggéré de reproduire exactement le même menu. Si c'était la tarte la dernière fois, ce serait probablement la tarte cette fois encore. À midi, la sonnette a retenti. J'ai respiré profondément et j'ai ouvert la porte. Éléonore m'a embrassée. Anselme souriait. Un sourire qui me semblait maintenant différent, que je ne savais plus comment lire. Le repas s'est déroulé normalement. Il parlait d'un voyage en Italie qu'il voulait faire. Anselme disait qu'il avait besoin de se reposer, que la période avait été stressante. Je servais, je souriais, je répondais. Tout était faux de mon côté aussi. Quand j'ai annoncé que j'allais chercher la tarte, Éléonore s'est levée pour m'aider. Je lui ai dit que ce n'était pas nécessaire, elle a insisté. Nous sommes entrés dans la cuisine ensemble. J'ai sorti la tarte du réfrigérateur et je l'ai posée sur le plan de travail. C'est à ce moment-là que j'ai vu Anselme se lever de table et s'avancer vers la cuisine. Une petite enveloppe blanche tenue discrètement dans la main. Je lui ai demandé calmement s'il avait besoin de quelque chose. Il s'est arrêté net, a glissé l'enveloppe dans sa poche. Il a dit qu'il allait se laver les mains. Je lui ai indiqué que la salle de bain était de l'autre côté. Il a rebroussé chemin. Alors, j'ai regardé Éléonore. Et dans ses yeux, pour la première fois, j'ai vu quelque chose que je n'y avais jamais vu. Un calcul froid. Pas de la culpabilité. Pas de l'amour. Quelque chose d'autre. J'ai dit, d'une voix qui se voulait naturelle, « Je suis fatiguée ». En quelques secondes, les 3 policiers ont surgi du couloir.
Éléonore recula brusquement en criant. Anselme a tenté de reculer, mais a été intercepté immédiatement. Les agents l'ont fouillé sur place. Dans la poche de son pantalon, l'enveloppe blanche. À l'intérieur, de la benzodiazépine en poudre. La lieutenant Faure a précisé immédiatement que cette substance était identique à celle retrouvée dans mon sang 3 semaines plus tôt, et qu'Anselme faisait déjà l'objet d'une enquête pour son acquisition illégale. Sa détention était pleinement justifiée dès cet instant. Éléonore criait qu'elle ne savait rien, qu'elle n'avait rien fait. Puis Anselme a dit que c'était son idée à elle. Et Éléonore s'est retournée contre lui. Ils se sont mis à s'accuser mutuellement dans mon salon, devant les policiers, devant les caméras. Tout était enregistré. On les a emmenés tous les deux. Je me suis assise par terre, au milieu des éclats du plat brisé. Et j'ai pleuré. 6 mois plus tard, le procès s'est tenu à la cour d'assises de Lille. La salle était pleine. Des journalistes, des caméras, des curieux. Notre histoire était devenue nationale. Les titres des journaux parlaient d'une fille qui avait tenté d'empoisonner sa mère pour toucher l'héritage. Mon visage était partout, celui d'Éléonore aussi. Quand je suis entrée dans la salle, j'ai vu ma fille pour la première fois depuis son arrestation. Elle avait maigri. Ses cheveux étaient sans couleur, ses yeux creusés, une ombre de la femme qu'elle avait été. Quand nos regards se sont croisés, elle a commencé à pleurer. J'ai détourné les yeux. J'ai déposé en premier. Debout face à la cour, j'ai prêté serment. Je jure de dire la vérité. Toute la vérité, rien que la vérité. Puis j'ai tout raconté, du début à la fin, sans trembler dans la voix, sans chercher à attendrir, sans haine non plus. Juste les faits. L'avocat général m'a demandé pourquoi je pensais qu'Éléonore avait fait ça. Pour l'argent, j'ai répondu. Rien d'autre. Ils étaient noyés sous les dettes et ils ont pensé que me tuer était la solution la plus simple. Quand Éléonore a déposé à son tour, elle m'a regardée et elle a dit « Maman, pardonne-moi ». Elle a expliqué qu'elle avait eu honte, qu'elle ne voulait pas que je sache que sa vie était un désastre, qu'Anselme lui avait dit que ça serait rapide, que je ne souffrirais pas, qu'avec mon âge et ma tension, c'était comme laisser les choses suivre leur cours naturel. Laisser les choses suivre leur cours naturel. J'ai répété ces mots dans ma tête pendant longtemps après. Le procès a duré 5 jours. Les experts médicaux ont expliqué comment la benzodiazépine peut tuer. Les experts en documents ont confirmé que la signature sur l'assurance vie était falsifiée. Le fournisseur illégal, lui aussi arrêté, a confirmé la vente à Anselme. La liste de courses d'Éléonore, avec la mention MED-S, a été présentée comme élément à charge supplémentaire. Tout s'emboîtait. Le dernier jour, le président de la Cour a prononcé les verdicts. Anselme a été reconnu coupable de tentative d'assassinat avec préméditation et condamné à 20 ans de réclusion criminelle. Éléonore a été reconnue coupable des mêmes chefs d'accusation, avec en plus le crime de falsification de documents, et condamnée à 18 ans de réclusion criminelle. Quand le président a frappé son marteau pour la dernière fois, j'ai senti quelque chose se desserrer dans ma poitrine. Pas de la joie. Non. Juste un poids qui partait. Éléonore a crié mon prénom en sortant. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas regardé en arrière. Je suis sortie avec Madame René à mon côté. Les journalistes nous attendaient. Je n'ai répondu à aucune question. Dans les mois qui ont suivi, j'ai vendu la boutique à une ancienne employée en qui j'avais toujours eu confiance. J'ai quitté cette grande maison et je me suis installée dans un appartement plus petit, avec une terrasse donnant sur le parc de la Citadelle. Avant même le jour du procès, j'avais consulté un notaire pour modifier mon testament. Tout a été laissé à des associations caritatives. Éléonore n'y figure plus. J'ai également annulé l'assurance frauduleuse et la compagnie d'assurance a engagé ses propres poursuites contre elle pour fraude. Éléonore m'écrit des lettres depuis sa cellule. Je les lis toutes. Je ne réponds pas encore. Peut-être qu'un jour je le ferai, pas pour elle mais pour moi, parce que porter du ressentiment, c'est rester prisonnière d'une histoire qui est déjà terminée. Aujourd'hui, je fais du yoga 3 fois par semaine. Je marche chaque matin dans le parc. J'ai voyagé seule pour la première fois de ma vie. J'ai vu la Provence, la Côte d'Azur, des endroits que je n'avais jamais pris le temps de visiter. Et depuis quelques mois, je fais du bénévolat dans un hôpital de Lille où je rends visite à des personnes âgées qui n'ont personne. Je comprends ce que c'est de se sentir seule et vulnérable. Et je trouve dans ce geste un sens que je n'attendais pas. Madame René et ma famille. Pas par le sang, par le choix. À 69 ans, j'ai appris que l'amour ne justifie pas tout, que la famille n'excuse pas un crime, et qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer. Éléonore a essayé de me prendre la vie. Elle ne m'a pas pris l'envie de vivre.
Si cette histoire a touché votre cœur, répondez ici dans les commentaires. À ma place, qu'auriez-vous fait? N'oubliez pas de regarder la prochaine vidéo qui apparaît sur votre écran.